Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace littéraire. Laure Olgar Gandjou, ex-médiateur de la République du Gabon, est notre invitée du jour. Avec elle, nous parlerons bien entendu de Instant de vie, Omar Bongo, Les miens et le monde, un ouvrage de 242 pages paru aux éditions Talaba et officiellement présenté le 2 octobre dernier à Abidjan. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, votre vie, celle de votre famille et vos rencontres professionnelles occupent une place importante dans ce livre. Est-ce que vous pouvez brièvement revenir pour nous sur votre parcours professionnel de la Banque africaine de développement à vos fonctions de médiateur de la République au Gabon? Je vous remercie tout d'abord de me donner l'occasion de présenter mon ouvrage aux abonnés d'Abidjan.net à qui je souhaite plein succès. Concernant ma trajectoire Banque africaine de développement, médiateur de la République, il faut dire qu'il y a comme pratiquement une quarantaine d'années, oui, je pense, si je calcule bien. Et à la fin de mes études secondaires, et universitaires d'ailleurs, je devrais dire, j'ai postulé à la Banque africaine de développement et j'ai été recruté en 1978. Et j'étais donc au secrétariat général, j'étais d'abord traducteur et ensuite interprète à la Banque africaine de développement. Où je me suis véritablement épanoui. Je suis resté 6 années, riche en expérience surtout de la gouvernance africaine dans une institution en charge du financement du développement en Afrique. Et puis, il y a eu ici, entre-temps, 3 années après mon arrivée, il y a eu le sommet des pays de l'Alliance des pays producteurs de cacao. Et je me suis rendu à Yamoussoukro avec d'autres compatriotes pour saluer le président Bongo, que je connaissais comme les autres. Et c'était pour nous aussi un devoir d'aller saluer notre président de la République. Et comme je l'explique dans l'ouvrage, d'ailleurs pratiquement au tout début de l'ouvrage, quand nous nous sommes rendus à Yamoussoukro, nous n'avions pas rendez-vous, nous n'avions pas d'audience. Et par un heureux concours de circonstances, je dois dire, je rencontre un de vos confrères, déjà un de vos aînés dans la profession, et qui recherchait un traducteur pour un dossier que le président Bongo venait de recevoir. Et puis il me demande si je peux pas l'aider. Bien évidemment, par devoir patriotique, et puis même, ça me faisait plaisir, j'ai rendu ce service. Et c'est comme ça que le président nous voit, nous rencontre, et me dit qu'il ne peut pas apprécier, il ne peut pas admettre que je sois à la Banque africaine de développement, même si je représente mon pays, mais il préférait que je travaille au Gabon, parce que je suis la fille de Paul Njenje Ngonjou, l'un des pères de l'indépendance, plusieurs fois président de l'Assemblée nationale et autres institutions constitutionnelles. Donc pour lui, il fallait que je sois au Gabon. J'avoue que je ne lui ai pas dit non, mais la lenteur des démarches pour mon retour ne m'a pas déplu non plus, puisque je me plaisais à Abidjan. Bon, finalement, je me suis retrouvé au Gabon, et puis j'ai occupé de suite les fonctions de conseiller adjoint aux affaires africaines et internationales. Et là, je dois dire que ça a été un challenge. Ça a été passionnant parce que on avait accès à des dossiers sur la diplomatie, sur les relations africaines, les relations internationales, les organisations internationales. Et donc des contacts, des rencontres. Et puis, c'était un peu l'Afrique dynamique. Et le rôle que jouait le président Omar Bongo Ondimba et le président Félix Houphouët-Boigny, dont il était le filleul politique, nous a permis d'être toujours sur le devant de la scène. Avec toutes les crises qu'il y avait en Afrique, le président Bongo était toujours parmi les médiateurs, les facilitateurs ou les personnes qui étaient sollicitées pour aider. En cela, je peux peut-être évoquer l'Afrique du Sud. Le président a été l'un des acteurs majeurs de la libération du président Nelson Mandela. D'ailleurs, le président Nelson Mandela a accordé sa première sortie d'Afrique du Sud au Gabon. Et lorsqu'il quitte ses fonctions,
5 ans après sa présidence, c'est au Gabon qu'il vient et qu'il rédige la première partie de ses mémoires pendant 15 jours. C'est pour dire, le président Bongo est intervenu au Congo-Brazzaville, connaissait les multiples crises qui ont secoué ce pays. Il est intervenu également en Angola, la guerre civile qui opposait Jonas Savimbi au président dos Santos, donc l'UNITA et le MPLA, et même le FLEC, parce qu'il y avait l'enclave du Cabinda. Et ça nous a amené à sillonner un peu l'Afrique, au Congo, Kinshasa avec le président Mobutu. Nous sommes allés en Zambie pour ramener les deux parties. Et j'ai même été témoin de la première poignée de main entre Jonas Savimbi et le président dos Santos à Badolite. C'était la première fois qu'ils se serraient la main et qu'ils se sont dit plus jamais ça. Et je dois avouer que quand on n'entend plus jamais ça, on se dit il n'y aura plus jamais la guerre. Mais pour autant, je dois dire que quand on fait la paix au sommet, il faut aussi la faire à la base. C'est un peu ça. Donc, vous voyez un peu, ça a été. Et puis, bon, au fil du temps, j'ai occupé des fonctions de secrétaire général adjoint au Conseil des ministres. Et puis le président Bongo, un jour, me dit que je deviens sa secrétaire particulière. Et là, comme je l'indique dans l'ouvrage, quand il me fait nommer en Conseil des ministres, ça a été l'une des nuits les plus courtes de ma vie. Parce que j'ai jamais été secrétaire de formation. Et pour moi, je me voyais devant une machine en train de taper des lettres et des choses comme ça. Voilà comment j'avais vu ça. Et puis je me suis dit, bon, de toutes les façons, comme je le vois le lendemain, j'allais lui expliquer que je ne pouvais vraiment pas accepter cette fonction parce que je n'aurais pas été utile. Et puis c'est le lendemain, d'abord il m'en a pas donné l'occasion, puisque lorsqu'il me reçoit, il y avait la plupart de ses proches collaborateurs, et c'était pour définir ma feuille de route. Et donc je me suis bien tenu de lui dire non devant tout le monde. Et puis, mais là, je découvrais un autre trait de caractère du président, c'est sa perspicacité. Parce que lorsqu'il a fini de me présenter ma feuille de route et que tout le monde est reparti vaquer à ses occupations, il m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Donc là, j'avoue, bon, là j'ai été franche avec lui, je lui ai expliqué, il m'a dit non. J'ai dit non, mais maintenant j'ai compris, je sais quel est donc le contenu de ma mission. Et puis là, j'ai rempli des missions très intéressantes. Et je vais peut-être, parmi les missions intéressantes que j'ai eu à effectuer, et qui concerne même votre pays, c'est avec je rencontre le président Houphouët-Boigny au début des années 90. Nous venons ici en mission parce qu'il avait été traité de voleur. Et ça, par une personnalité politique, enfin à l'époque c'était un jeune professeur et autres qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et le président Bongo en avait été outré, et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le filleul politique du président Félix Houphouët-Boigny, et il nous dépêche ici en mission pour venir, pour dire le yako, hein, et puis se mettre à sa disposition pour voir comment il pourrait régler ce problème. Et là, il décide de faire venir le président, enfin le monsieur Laurent Gbagbo à l'époque, il n'était pas encore président, et c'est une collègue qui connaissait monsieur Gbagbo en France, qui est chargée de le faire venir à Libreville. Et le président était, bon, il sympathise. Il sympathise, il essaie de tout faire pour le dissuader d'affronter le président Félix Houphouët-Boigny dans l'arène politique. Mais pour autant, le président ne réussit pas. Mais
il fait en sorte de calmer les ardeurs. Et tout en calmant les ardeurs, il tenait le président Félix Houphouët-Boigny régulièrement informé de ce qui se faisait entre eux, quoi. Donc ça, c'était une personnalité que je rencontre. Évidemment, le président Alassane Ouattara, mais déjà, là, il était, à l'époque, il était directeur au FMI, directeur Afrique. On reviendra certainement sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais on l'a constaté, vous êtes certainement une auteure reconnaissante, un personnage et un témoin clé des faits marquants du passage de feu Omar Bongo à la tête du Gabon. Pourquoi finalement avoir décidé de rendre hommage à ce grand homme? Pourquoi maintenant? Alors, je pense que rendre hommage et faire preuve de gratitude, il n'y a pas de temps pour cela. Mais la question que vous me posez est pertinente pour moi. Comme je l'ai déjà exprimé, dans un contexte de tension politique grandissante. Et, comment dirais-je, surprise par l'indifférence affichée par des leaders qui pourraient aider à calmer ces tensions là où elles se produisent, je me suis dit, il serait peut-être bon de convoquer la mémoire du président Omar Bongo, mais en même temps, j'évoque le président Félix Houphouët-Boigny. Je me dis, il est peut-être temps qu'il y ait des leaders politiques, et là je me permets d'ouvrir une parenthèse. On peut occuper des fonctions politiques sans pour autant être un leader politique. Je fais la différence entre les deux. Et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que quelque part titiller, inciter les autres à se dire quand ça brûle chez le voisin, il faut se préoccuper. Il faut faire comme faisaient les autres. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas, comment dirais-je, avoir peur de la critique. Les critiques, il y en aura forcément. Il faut agir pour la paix en Afrique. Il faut agir pour la paix parce que la paix est indispensable pour le développement de nos États. Alors, Ali Bongo a démontré qu'il maîtrise parfaitement le jeu politique tant au niveau africain qu'au niveau mondial. Pourtant, en 1994, il s'oppose vainement à la dévaluation du franc CFA. Est-ce que vous avez vécu cela comme un échec? Le président Omar Bongo s'oppose pour les raisons qui lui sont propres, parce qu'il était certain qu'il n'y aurait pas de mesure d'accompagnement de la dévaluation du franc CFA, et je ne pense pas qu'il se soit véritablement trompé. Ici, il est opposé farouchement. Le président Félix Houphouët-Boigny également, et vous remarquerez que la décision a été prise après le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Si bien que le président Bongo était avec les quelques rares défenseurs du maintien de la parité. Alors aujourd'hui, vous racontez dans une partie du livre les visiteurs du palais du bord de mer. Est-ce que vous livrez pas des secrets d'État dans cette partie de votre livre? Pas du tout. Alors en 99, lors du premier coup d'État en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se trouvait au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous expliquer en tant que proche d'Ali Bongo, d'Omar Bongo, qu'est-ce que Laurent Gbagbo faisait et si jamais vous l'avez rencontré pendant cette période? Vous avez dit le premier coup d'État et je prie pour que ce ne soit le seul coup d'État en Côte d'Ivoire, qu'il n'y en ait plus jamais. Alors, je dois dire, en 1999, le 2 décembre 1999, je pense exactement, le président Omar Bongo est à Paris et accorde une interview à la presse française. Et la question de la crise politique en Côte d'Ivoire lui est posée. Il intervenait déjà auprès des différents acteurs. Et le président Bongo avait dit, ce jour-là, il faut mettre de l'ordre dans la maison Côte d'Ivoire. C'est plus ou moins les propos qu'il avait tenus ce jour-là. Et quand l'interview est diffusée, comment dirais-je, l'artillerie lourde du PDCI RDA
s'est mise en marche pour attaquer le président Omar Bongo Ondimba. Personne n'a cherché à savoir pourquoi le président Bongo l'avait dit et depuis Paris. Et puis, le président s'est tu au regard de cela. Et la machine, vraiment, l'artillerie lourde s'était véritablement emballée. Et il a dit de toutes les façons, moi j'ai parlé, maintenant s'ils ne veulent pas suivre, tant pis. Et le président, monsieur Alassane Ouattara, est arrivé à Libreville pour présenter ses excuses au président Bongo parce que les attaques étaient véritablement violentes, virulentes et même parfois inadmissibles. Nous sommes tous des Africains, il y a des limites dans ce qu'on peut dire et ne pas dire. Il est arrivé à Libreville, présenter des excuses, il a été reçu par le président, et puis il est parti. Et juste 24 heures, je pense qu'ils se sont croisés certainement dans les airs, 24 heures après, est arrivé Laurent Gbagbo à Libreville, pour également présenter ses excuses au président Bongo sur la manière dont il avait été traité par leurs adversaires politiques. Et le président Laurent Gbagbo est reçu le 24 décembre. À environ 10 heures, heure de Libreville. Et à chaque fois que le président recevait des personnalités de ce rang, nous ne dérangions pas le président, c'est tout à fait normal. Et je reçois un appel téléphonique, un premier appel téléphonique m'informant de ce qu'il y avait un coup d'État en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ah, je note. Et puis, quelques temps après, je reçois un deuxième coup de téléphone, toujours d'Abidjan, m'informant de la situation qui prévalait à Abidjan, donc ce coup d'État. Évidemment, je fais une note au président parce que je connais mon patron. Je ne pouvais pas lui dire de vive voix parce que je savais comment il allait réagir. J'arrive avec la note et je la lui donne. Il me dit, mais tu vois que je suis avec mon petit frère, pourquoi tu nous déranges? Je ne m'occupe même pas de ce qu'il me dit, je lui tends la note. Il en prend connaissance, il dit, ah, tiens, Laurent, ça te concerne, lis. Et effectivement, c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo apprend le coup d'État. Et évidemment, j'en parle dans l'ouvrage, il s'exprime et tout, et il est question maintenant de rentrer à Abidjan parce que pour lui, il a même dit, ils ne vont pas partager le gâteau Côte d'Ivoire sans moi. Il dit parce que je sais, si c'est le général Guéhi, il l'a fait pour lui. Voilà ce qu'il dit. Et donc, nous sommes chargés de le faire revenir en Côte d'Ivoire, mais les frontières sont fermées. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Bongo avait été vilipendé par le pouvoir d'Abidjan. Vous voyez difficilement comment nous aurions pu envoyer un avion, qui plus est, transportant une personnalité politique adverse à bord. Donc, le président Gbagbo a été déposé à Cotonou. Et c'est de Cotonou qu'il a regagné Abidjan. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le président Gbagbo et Omar Bongo ont sympathisé, bien entendu, mais cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo de traiter Omar Bongo de rigolo pendant la période de la crise ivoirienne. Comment avez-vous vécu ou comment le président a vécu cette pique de la part de Laurent Gbagbo? Nous sommes à Brazzaville, d'ailleurs, quand l'information lui parvient, lorsque le président reçoit la coupure de presse parvenue par fax, je suis avec le président. Et d'ailleurs, la personne qui lui remet ce document, en le lui remettant, commente le document avant qu'il en ait pris connaissance, pour susciter une réaction certainement violente de la part du président. Le président prend connaissance du document, ne réagit pas. La personne ne comprend pas qu'il ne réagisse pas. Nous rentrons au Gabon, Libreville est en émoi, milieu politique, diplomatique, le parti politique, le nôtre, le Parti démocratique gabonais. Il y a même une grande marche qui est organisée pour manifester le mécontentement du peuple gabonais
Donc, et c'est d'ailleurs même le président du Sénat, M. Georges Raviri, qui a même en avant de la marche qui est organisée. Le président ne dit toujours rien et puis la presse l'interroge. Il dit, vous savez, nous sommes en Afrique. Je suis le grand frère, lui est le petit frère. Et une personne qui vient toujours chez vous demander des conseils, elle ne viendrait pas demander des conseils à un rigolo. Bref, après il me dit, tu sais là, Laurent l'a fait exprès. Il veut m'écarter du jeu. Il voudrait plus que je me mêle de la crise ivoirienne, mais il ne me connaît pas bien. Donc, à ce moment, je comprends que le président me met en mission. Mais il ne m'a pas dit quoi. Et c'est moi qui appelle j'appelle Madame Sarata Touré Zérignon, qui est surprise de m'entendre d'ailleurs. Et quand elle m'entend, elle dit, Laure, c'est bien toi? Je dis, oui, c'est moi. Et puis, elle promet de me rappeler ce qu'elle fait. Et elle me dit elle me rappelle au bout de 2 heures. Et elle me dit qu'en fait, il est allé dire au président Laurent Gbagbo que Laure vient d'appeler. Et lui de dire, si c'est Laure qui appelle, l'affaire est réglée. Voilà ce qu'il dit. Et nous convenons de nous retrouver à Sirte, puisqu'il y avait le sommet quelque temps après, à Sirte, parce que nous ne voulions pas échanger le téléphone. Et nous nous retrouvons à Sirte avec Sarata. D'abord, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis voir comment nous pourrions réconcilier nos chefs. Et surtout, ce qui aurait été très gênant, parce que ce point de la brouille entre Abidjan et Libreville était inscrit à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État, nous l'aurions ressenti comme une humiliation. On ne peut pas imaginer le Gabon et la Côte d'Ivoire au tribunal de l'Union africaine. Et puis, Dieu faisant bien les choses, le jour de l'ouverture du sommet, j'accompagne le président. Donc, tout d'abord, les chefs d'État se retrouvent entre eux dans un salon. Et à ce moment, le président me demande d'aller transmettre un message à une personnalité qui était à l'extérieur de ce salon. Et c'est en allant vers cette personnalité, je ne sais pas si vous connaissez la salle de conférence, le palais de conférence de Sirte, il y a de grandes colonnes. J'entends quelqu'un m'appeler par mon prénom. Je me retourne, mais je ne vois personne. Je continue et j'entends toujours cette voix. Et je me retourne rapidement et je vois derrière une colonne une personne. Je me rapproche et pour voir que c'était qui? Le président Gbagbo. C'était assez hallucinant de voir ça. Il me dit, je me cache là, je n'ose pas rentrer. Où est le grand frère? Et je ne sais pas non plus pourquoi, moi-même, je le prends par la main et je l'amène dans ce salon. Les portes s'ouvrent et puis les chefs d'État sont là. Il y en a, le président Sassou et le président Compaoré, si je n'ai bonne mémoire, qui me voient et qui voient cette image-là et qui sont ahuris, évidemment. Le président Bongo, qui avait le dos tourné, en voyant cette surprise, se retourne par réflexe. Il me voit avec le président Gbagbo. Moi, quand je vois ça, je les mets ensemble et je disparais. Parce que je savais que là, j'aurais pu signer mon arrêt de mort. Mais j'avoue que, je le dis dans l'ouvrage, que j'ai prié entre le moment où je prends la main du président Gbagbo et que je le fais entrer dans la salle. Ils se sont enlacés, se sont parlé, puis ils ont convenu de se voir. Et après l'ouverture, le président Bongo, le président Gbagbo, Sarata et moi, les 2 aides de camp, nous sommes rendus dans une salle. Et dans cette salle, il n'y avait que nous 4, les 2 chefs d'État et nous 2, comme ils ont dit, les réconciliatrices. Et puis ils se sont exprimés c'était plus le président Bongo qui s'exprimait que le président Gbagbo sur 47 minutes. Et le président Bongo. Vous vous en souvenez comme si Ah oui, bien sûr, parce que ce sont des moments marquants. Alors, le 19 septembre 2002, oui. Omar Bongo vous demande
d'appeler Alassane Ouattara. Oui. Pourquoi? Alors, nous étions au Brésil, à Salvador de Bahia plus précisément, et nous venions d'apprendre qu'il y avait comme une opération de liquidation à Abidjan. Et le président me demande d'appeler rapidement Alassane, parce que d'ici c'est ça, certainement qu'Alassane est menacé. Et j'ai Alassane Ouattara au téléphone qui me dit non, ça va, je viens d'avoir le ministre de la Défense, je pense qu'il s'appelait M. Kwasi, à l'époque, et puis qu'il a promis donc des troupes pour venir le protéger. Et c'est M. Lida Kwasi. Et le président, je rencontre au président de l'entretien, il me dit non, c'est une erreur, dis-lui de ne pas accepter. Je n'ai plus la possibilité de rentrer en contact avec lui. Les lignes étaient coupées. Je pense que le président avait eu de l'intuition, effectivement, que c'était pas la meilleure protection dont il pourrait pu jouir à ce moment précis là. Et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, vous connaissez quasiment tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. On en sort d'une élection. Quel est votre regard sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Comme je l'ai dit sur un plateau de télévision, et je l'ai même dit à un autre de vos confrères, que la seule chose pour moi, c'est que il y ait le dialogue. Nous sommes dans le pays du président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que nous devons doper la maturité politique. Et c'est cette maturité politique qui permettra aux uns et aux autres de comprendre quels sont les véritables enjeux pour la Côte d'Ivoire, pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Et le seul maître mot pour moi, c'est le dialogue. Il y a eu une élection, il y a eu un vainqueur qui doit dérouler un programme, mais dans un climat de paix, et que chacun doit y mettre du sien. Chacun doit y mettre du sien. Chacun. Évidemment, dans la justice, dans la sécurité et avec la stabilité. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans vérité. Mais il faut qu'à un moment donné, on puisse restituer à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Et il faut que tout le monde y contribue. Pas seulement les dirigeants politiques, mais même aussi la base. La classe politique gabonaise également est divisée, on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, quel message vous pouvez envoyer à cette classe politique? Le même message que j'ai rendu public en mai 2016, que j'ai rendu public en avril-mai 2017, où j'exhortais les uns et les autres à se mettre autour d'une table. Parce que j'ai dit, d'ailleurs, vous pourrez trouver cela, que mon expérience de 25 ans auprès d'un artisan de la paix me commandait de les exhorter à se retrouver tous, filles et fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans le respect des différences, hein, chacun gardant sa différence politique, mais il faut penser que nous ne devons plus alimenter l'industrie de la guerre. Voilà. Alors celle de la paix, pour moi, oui. En 2019, vous décidez de quitter la scène politique alors que vous étiez médiateur de la République du Gabon. Est-ce parce que la politique, pour vous, est un jeu malsain? Je viens de vous parler des deux appels que j'ai lancés en mai 2016 et en mai 2017. Et ne constatons pas de part et d'autre, d'avancée ou de volonté réelle d'une partie de reconnaître qu'il y a un pouvoir en place qui a été élu, et de l'autre aussi peut-être de tendre la main pour discuter. Je me dis, je vais prendre du recul et puis observer de loin ce qui se passe et voir peut-être que c'est moi qui me trompais, peut-être que j'avais des œillères. Maintenant, les œillères, je ne les ai plus, elles sont sorties des yeux. Voir un peu comment ça se passe, quoi. Je me dis, nous avons été des disciples du président Omar Bongo,
Nous l'avons vu sur les théâtres des opérations en Afrique, œuvrer pour la paix, réconcilier les uns et les autres. Donc nous devrions peut-être être les meilleurs élèves et ceux qui continuent à donner l'exemple, quoi. Alors, on revient au livre, c'est un livre autobiographique. On dit de vous que vous êtes une dame de fer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Bon, c'est vrai que j'ai des principes, c'est vrai que j'ai mon franc-parler, je ne le cache pas. Si c'est ça être dame de fer, j'accepte. Oui. Vous résidez en ce moment à Abidjan. Pourquoi avoir décidé de replier, entre guillemets, sur Abidjan? Oh, c'est une longue histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et moi. Je n'étais pas né encore que les relations entre ma famille et la Côte d'Ivoire existaient. Je vais vous dire, il y a deux choses. La première, la marraine de mon père. Donc vous imaginez bien à quand ça remonte. Et Madame Joséphine Porquet. La famille Porquet, le Grand Bassam. Le premier lien vient de là. À l'époque, Monsieur Porquet s'était rendu au Gabon, exploitant forestier. Donc vous voyez, nous avons gardé ce lien-là. Le deuxième? Le deuxième, quand mon père est parlementaire, il est sénateur en France. Il rencontre plusieurs personnalités politiques. Monsieur le président Léopold Sédar Senghor, mais surtout le président Félix Houphouët-Boigny, à cause de cette relation que je viens d'ailleurs d'évoquer. Mon père était le fondateur du Bloc démocratique gabonais, l'ancêtre du Parti démocratique gabonais. Et le président, il adhère au Rassemblement démocratique africain. C'est ainsi que le Bloc démocratique gabonais devient le BDG-RDA. Et il se noue une relation de fraternité, d'amitié avec le président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, même si c'est pas dans la même chose, mais avec le président Léopold Sédar Senghor, parce que l'épouse, Madame Colette Senghor, était la secrétaire de mon père. Vous voyez, mais j'ai pas choisi le Sénégal, j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Donc je suis venu souvent en Côte d'Ivoire, même élève, étudiante, et puis j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire. C'est pas étonnant que je revienne en Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir dans Espace Littéraire pour parler bien entendu de votre œuvre Instant de vie. Si vous devez nous donner une citation de Omar Bongo qui vous a marqué pour terminer cet entretien. Une citation du président Omar Bongo. Quand un Gabonais va à la chasse, c'est tout le village qui mange le gibier. La notion de partage. C'est sur cette très belle citation, mesdames, messieurs, amis internautes, que nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On vous invite à vous procurer donc ce roman intéressant, cet ouvrage intéressant, Instant de vie, préfacé par Abdou Diouf et Denise Epoté. Que je remercie sincèrement.